Bonjour chers téléspectateurs de l'Herald.net, l'Herald TV. Comme promis, nous sommes là encore au rendez-vous à votre émission Comme Politique. Comme Politique, comme vous le savez bien, est une émission qui vous donne l'information à temps réel autour d'un débat productif, constructif et positif. Alors, nous sommes toujours dans la lancée de la sensibilisation sur le Covid-19. Comme vous le savez, nous vous avons promis d'aller un peu partout chercher les profils qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, nous avons un invité prestigieux. Nous avons un grand homme. Il s'appelle Noureddine Ibrahima Diagne. Donc, comme promis, nous avons aujourd'hui sur notre plateau un grand monsieur, Ibrahima Noureddine Diagne. Comme vous le savez, c'est un digital performer. C'est aussi le CEO de Gaïndé 2000. Je vais en développer un peu. Gaïndé 2000 a accumulé 20 ans d'expérience dans la réalisation et l'exploitation des solutions de dématérialisation pour les administrations et les acteurs privés. Donc, c'est une entreprise qui est dans le domaine performance, on va le dire comme ça. Donc, Gaïndé 2000 a une expérience particulièrement avérée dans les domaines suivants: douane, guichet unique, création d'entreprise, greffe, e-commerce, portail de services, portail de paiement, ressources humaines. Donc aujourd'hui, nous avons aussi ce grand monsieur qui est le président de African Perform Institute. C'est dans cette lancée qu'on va lancer le débat de l'émission d'aujourd'hui qui va porter sur le management en situation de crise. Nous savons très bien qu'actuellement, tous les managers sont, en zone de turbulence. Donc, nous vous apportons ce thème du management en situation de crise. Donc, nous vous apportons ce thème du management en situation de crise et nous allons apporter en plus les perspectives du leadership managérial en ces situations actuelles. Donc, nous allons laisser à M. Diagne faire sa présentation. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être l'invité de votre émission. Vous m'avez déjà bien présenté, donc je m'agite dans la transformation digitale depuis bientôt une vingtaine d'années. Et donc, c'est fort de ce parcours-là aujourd'hui que j'ai plaisir à être dans votre émission pour donner un retour d'expérience par rapport aux problématiques que vous voudrez bien me poser. Merci, M. Diagne. Alors, M. Diagne, le management en temps de crise, nous allons juste passer à la question comment manager en temps de crise? Alors, vous savez, habituellement, la crise, elle a un terme et c'est ce qui rend sa gestion facile. Donc, dans toutes les écoles ou dans tous les instituts, on apprend la gestion de crise. La crise, je pourrais peut-être définir ça assez simplement comme étant un facteur qui vient perturber le fonctionnement normal des choses, facteur qui peut être plus ou moins violent dans sa survenance et dans son impact. Et ce que nous vivons actuellement, c'est une crise. Mais ce qui est caractéristique de cette crise-là, c'est que son terme est inconnu, parce que c'est une tendance globale, déjà universelle, et un terme inconnu. Donc ça rend les choses beaucoup plus difficiles, parce qu'il ne s'agit pas de gérer une parenthèse, il s'agit de gérer un processus pour lequel on n'a aucune indication qui peut dire quand est-ce que ça va finir. Et c'est en ça que c'est complexe pour le management. Voilà, parce que ce n'est pas seulement un management d'adaptation, ce n'est pas un management de changement, ce n'est pas un management de transformation, c'est les trois en même temps. Et tout cela rend les choses assez complexes, surtout qu'il y a une forte dépendance à des facteurs également externes. Donc ce ne sont pas que des facteurs internes. Merci. Alors, comment gérer une entreprise actuellement en situation de crise? Alors, les entreprises, selon le niveau d'impact que la crise aura sur elles, vont avoir des gestions plus ou moins différentes. Il y a des entreprises qui sont lourdement impactées par la crise. Ces entreprises lourdement impactées par la crise, c'est notamment l'industrie hôtelière ou le transport, des métiers qui ne peuvent plus s'opérer dans des conditions normales. Pour ces entreprises-là,
la gestion de la crise va sans doute se traduire à comment on arrête la machine, comment on fait pour stabiliser les ressources humaines qui font tourner la machine et comment on se prépare à redémarrer. Donc, l'enjeu du management pour cette catégorie d'entreprises est sans doute plus radical, j'allais même dire plus simple, même si sur le plan économique, ça peut être assez difficile. Mais sur le plan managérial, c'est vraiment, on ferme les rideaux et on va les réouvrir quand il y aura à nouveau les conditions pour le faire. La deuxième catégorie d'entreprises, c'est les entreprises qui sont impactées moyennement, voire sérieusement, mais pas lourdement. Et donc, c'est là où il y a le grand défi, parce que vous ne savez pas si vous devez fermer, si vous devez ouvrir, si vous devez vous préparer à 1 mois, 2 mois, 6 mois, 12 mois de crise. Et c'est là où vraiment toute la force d'un management et d'un leadership vont être nécessaires, parce qu'il s'agira de mobiliser la confiance pour aller affronter l'incertitude. Donc l'incertitude, par essence, ne nourrit pas la confiance, mais nous sommes dans un contexte où ce type d'entreprise-là vont devoir nourrir la confiance. C'est important pour toutes les parties prenantes, c'est important pour les salariés, c'est important pour les fournisseurs, c'est important pour les clients, tout en ayant en ligne de mire un horizon rempli d'incertitudes. La troisième catégorie, c'est les acteurs qui sont faiblement impactés parce que leur activité n'est pas forcément de nature à subir les soubresauts de cette crise. Et ça va surtout être les besoins primaires, hein, se nourrir, se laver, voilà, ces conditions primaires-là ne vont pas souffrir de cette crise, les entreprises qui opèrent dans ces secteurs-là. Et donc, voilà 3 catégories d'entreprises qui vont exiger 3 types de management et qui vont exiger 3 types de leadership pour être en mesure de traverser cette crise. Exactement. Je vais prendre de là-bas. Quel genre de leadership managérial actuellement? Alors, j'allais dire même, ça dépendrait de la configuration de l'écosystème de l'entreprise et en même temps la configuration de l'impact de la crise. Mais je vais prendre le cas standard, une entreprise moyennement impactée. Vous êtes dans une incertitude et vous devez avoir un leadership qui incarne la confiance pour être capable de mobiliser vos énergies internes, donc vos salariés, vos fournisseurs, vos clients, toutes vos parties intéressées. Alors, pour cela, il faut déjà être assez posé, parce que je pense que si cette crise génère de la panique au niveau du leadership, cela peut avoir des effets assez dévastateurs. Ça veut dire qu'il faut prendre des mesures qui seront toujours à la hauteur de l'enjeu, ni des mesures trop fortes, ni des mesures trop faibles. Il faudra être capable d'avoir le discernement qu'il faut pour avoir les mesures adaptées à la situation. Une fois que ces mesures sont prises, il faudra faire en sorte de pouvoir entraîner son écosystème, donc tous les acteurs dont j'ai parlé tantôt, pour qu'ils soient dans le même niveau de confiance que vous-même, peut-être même à un niveau de confiance supérieur. Parce que quelque part, quand il y a une crise, le leadership est toujours vu comme étant celui qui rassure. Parce que les parties sont dans l'incertitude, il peut y avoir un affolement, il peut y avoir un découragement, il peut y avoir une peur. Et le rôle du leadership, c'est de remettre en place la confiance. Donc, une fois que vous avez le bon discernement pour être capable de prendre les mesures adaptées, le deuxième défi, c'est de mettre en confiance votre écosystème. Et ça passe par un discours, ça passe parfois par des actions de terrain, ça passe parfois par une très forte empathie. Ça, c'est la donnée qui change. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'impliquer dans le quotidien des individus parce que ce ne sont pas les organisations qui sont en crise, c'est la société qui est en crise. Donc, chaque individu qui rentre à la maison, elle continue à prolonger cette crise-là et elle revient avec le prolongement de cette crise le lendemain. Donc, il faudra avoir une très forte empathie. L'avantage, c'est que les acteurs de la crise, qu'ils soient leaders ou pas, ils vivent également cette crise-là. Donc, cette empathie sera nécessaire. Donc, je reprends le discernement pour prendre la bonne appréciation des choses et prendre les bonnes mesures. L'empathie pour pouvoir considérer les facteurs émotionnels de son écosystème, notamment le personnel. Et troisièmement, mettre en confiance tout le monde, même si on a une perspective où il y a beaucoup d'incertitudes. Merci pour cette réponse. Alors, le courage managérial, cette notion apparue
dernièrement sur les catalogues, les organismes de formation, signifierait-elle qu'il en faut plus qu'auparavant? Oui, vous savez, un brillant manager avant cette crise, c'était celui qui parvenait à prendre les ressources dont il dispose, à mobiliser l'énergie qu'il a à l'intérieur de son entreprise pour générer de la valeur, laquelle valeur est reconnue par les parties prenantes. Donc, il y avait une sorte de méthode de management qui faisait que chacun avait à sa manière le talent qu'il fallait pour pouvoir parvenir à des résultats avec des moyens. Aujourd'hui, dans cette crise-là, l'enjeu n'est plus le même. Je pense que la plupart des entreprises, pour ne pas dire l'essentiel, ne sont pas dans des logiques de rentabilité dans cette crise. La plupart des organisations sont dans une logique de pérennisation. Allons-nous exister après la crise? Comment allons-nous avoir des ressorts par rapport à cela? Et cela demande, comme vous l'avez dit tantôt, une forme de courage, parce que chaque décision prise et chaque décision qui n'est pas prise a des impacts sur l'organisation et sur les individus et sur l'écosystème. Et donc, le courage managérial, cette expression que vous avez mise en avant, doit être associé par une capacité de jugement. Comme je dis, le plus important, c'est la capacité de jugement. Il ne faut jamais apprécier les choses avec une amplification qui n'est pas justifiée, ni également les prendre avec une légèreté qui ne soit pas justifiée également. Et donc, je pense que le courage managérial, c'est de prendre la responsabilité sur soi, qu'on est capable de porter la communauté, donc l'écosystème, vers de la quiétude et vers plus tard également une pérennité et une rentabilité, puisque c'est le but des organisations. Alors là, qu'est-ce que vous allez confier à ces startups-là qui sont en train de vivre la crise juste pour survivre après la crise? Oui, c'est une question très importante que vous posez aujourd'hui, parce que avant d'être un manager, on doit être capable de réaliser un minimum d'équilibre financier. Et donc, l'enjeu financier aujourd'hui pour une start-up qui voit son chiffre d'affaires, sa clientèle fondre comme de la glace sous le soleil, c'est très difficile d'avoir en même temps les bons réflexes managériaux. Donc, je pense que nous sommes dans une phase très difficile, particulièrement pour les entreprises les plus fragiles, qui avaient une vision, en fait, de leur quotidien, en fait. C'est-à-dire de la même manière que certains individus vivent au jour le jour, certaines entreprises vivaient au mois le mois. Ça veut dire que les ressources du mois suivant ne sont pas disponibles tant qu'on n'a pas encore fait le chiffre d'affaires du mois sur lequel nous sommes. Et donc, le message pour ces chefs d'entreprise, c'est de regarder d'abord elles sont dans quelle catégorie. Est-ce qu'elles sont dans la catégorie de ceux qui doivent fermer pour maîtriser les coûts et se dire, le moment opportun, j'ouvre à nouveau. Parce que le plus grand danger, c'est de maintenir une activité déficitaire et de la prolonger dans le temps, ce qui va rendre encore plus difficile la sortie de la crise. Ou est-ce que je suis dans une situation où je dois gérer, faire en sorte que mes coûts soient les plus faibles possibles et être capable de me redéployer une fois que les choses redeviennent à la normale. Et pour les quelques startups, parce qu'il y en a qui sont dans le bon trend, par exemple ceux qui sont dans la livraison, la logistique, c'est aujourd'hui une période très favorable pour ces entreprises de faire leur chiffre d'affaires. Il faudrait qu'elles puissent exceller et exploser pour pouvoir avoir un niveau de qualité de service qui va leur permettre, après la crise, de nourrir leur croissance future. Donc, c'est toujours les trois niveaux. Très affectés, il faut se poser la question, est-ce que je dois arrêter ou pas? Moyennement affecté, il faut se dire comment je dois continuer avec le moins de coûts possible. Et pas du tout affecté, il faut en profiter pour exploser et se donner les moyens d'être une entreprise très solide après la crise. Quelle démarche de management doivent-ils avoir en ces temps? C'est l'agilité. L'agilité, c'est vraiment le mot-clé, je pense, de cette crise-là. L'agilité, ça veut dire je suis capable de prendre une décision le lundi et quand j'observe les résultats ou ce qui se passe à l'extérieur, je peux remettre en cause cette décision le mardi ou le mercredi. Donc, il n'y a pas une rigueur qui fasse qu'une décision prise doit être consommée jusqu'à la fin. Ça, c'est vraiment le mot-clé. Le deuxième élément d'agilité, c'est que
voilà, il y a des clients avec lesquels il va falloir avoir une démarche particulière parce qu'ils ont des difficultés. Donc, vous ne pouvez pas avoir la même rigueur que vous aviez vis-à-vis de vos clients et de vos fournisseurs. Donc, il faudra se dire que, bon, ce client-là, s'il s'agit de telle manière, je vais augmenter ses difficultés et donc ce ne sera pas à mon avantage. Donc, autant agir de telle manière, de sorte à également ne pas contribuer à l'augmentation de ces difficultés. De la même manière vis-à-vis des fournisseurs. Donc, l'agilité est vraiment un mot-clé pour tous les managers, que ce soit un manager d'une très grosse organisation ou un manager d'une toute petite organisation. On va passer à la question, comment un manager peut procéder pour améliorer quantitativement et qualitativement les besoins d'une équipe en tension? Oui, c'est vrai que dans une équipe en tension, il faut pouvoir régler l'équaliseur émotionnel parce que quelque part, nous sommes tous des humains, managers ou pas managers, nous sommes des humains et donc nous avons une manière de réagir aux informations, aux pressions que nous subissons, soit en milieu professionnel, soit à travers les médias, les réseaux sociaux, soit en milieu familial, dans le quartier et partout. Et donc, cet équaliseur émotionnel, il faut être capable de le mettre au bon niveau. Donc, je pense que c'est un élément très important aujourd'hui à considérer. On ne peut pas considérer le personnel, pour me limiter à cela, comme juste un facteur de production. Ce serait une grave erreur. D'ailleurs, même avant la crise, ce n'est pas vrai. Mais dans cette crise-là, ça révèle davantage à quel point il faut considérer que chaque individu est d'abord une unité émotionnelle qu'il faut rassurer. Et quand vous rassurez les gens, vous êtes capable de les mobiliser. Et il faut les rassurer avec un discours crédible, parce que vous ne pouvez pas les rassurer avec des arguments de la peur ou avec des arguments qui ne sont pas forcément crédibles et qui ne vont pas nourrir en quelque sorte leur capacité à pouvoir atténuer la pression qu'ils reçoivent. Donc je pense qu'il faut être très observateur, il faut être très pédagogue, il faut être très communicateur, il faut être très impliqué. Donc, c'est ces éléments-là qui vont permettre de pouvoir atténuer les tensions dont vous avez parlé et de régénérer une forme d'énergie, d'envie de faire, d'envie de traverser la crise, d'envie de s'en sortir. Et c'est ça qui va être la force pour toutes les entreprises et toutes les organisations. C'est de là que je vais entrer dans la communication de crise au sein des entreprises. Donc, pour bien manager, communiquer, informer, et rassurer, je ne sais pas, quelques astuces et autres. Vous pouvez nous donner des détails vraiment ou bien des astuces d'une bonne communication de crise au sein des entreprises? Alors, vous savez, d'habitude, quand il y a une crise qui n'a pas cette nature-là, on met en place une cellule de crise, laquelle cellule de crise analyse toutes les données internes et externes et donne des éléments de langage, même de vocabulaire, pour la communication. Donc, le problème de cette crise, comme je vous l'ai souligné à l'entame de mon propos, c'est le caractère inconnu, en fait, ni de sa durée, ni même de est-ce qu'on est dans une phase exponentielle ou est-ce qu'on descend. Selon l'actualité que vous allez suivre, vous pouvez passer d'une émotion à l'autre. Donc, ce n'est pas une crise qu'on gère traditionnellement, avec les outils traditionnels, parce que si vous mettez un comité de crise, si vous l'avez mis en place depuis 2 mois, il commence à s'assoupir. Si vous êtes en hypercommunication, vos messages n'auront plus de portée, parce que quand vous parlez beaucoup, à la fin, ce que vous dites n'a plus de portée, parce que les gens vous ont tellement entendu qu'ils ne prennent plus attention à ce que vous dites. Donc, je pense que c'est depuis le début que les managers devaient avoir l'appréhension que ce n'est pas une crise de court terme, c'est une crise de long terme. Donc, il faut des démarches de fond structurant et une communication qui accompagne cela. Donc, au niveau des organisations, je pense que tout ce qui avait misé sur une approche d'attaque avec des cellules de crise et une communication offensive et répétitive, ont commencé maintenant à se dire que finalement, la communication, ce n'est plus comment éviter le Covid, mais c'est comment vivre avec. Donc, ce shift international que même les gouvernements ont dû faire, c'est un shift aujourd'hui que les organisations aussi n'ont pas le choix. Comment faire pour dire qu'on doit vivre avec cette pandémie-là, plutôt que de se dire qu'on doit l'arrêter pour qu'elle n'entre pas dans la porte de l'entreprise. Donc, c'est ces approches qui évoluent
et qui demande de l'agilité, mais surtout de la crédibilité, parce que c'est ça qui nourrit le tout. Et personnellement, je ne suis pas pour une communication abondante. Je pense qu'il faut une communication pertinente au bon moment, de sorte à rassurer les individus, parce que quoi que vous puissiez communiquer en interne au niveau de l'entreprise, l'externe contribue. Parce que les gens, quand ils sortent de l'entreprise, ils allument leur radio, leur télé, ils sont dans les réseaux sociaux. Et si ce qu'ils entendent est en contradiction avec ce que vous leur dites, ça remet en cause tout votre discours. Alors, quelles sont les attitudes ou bien des astuces d'une très pertinente, positive et constructive communication en temps de crise? Alors, vous savez, toutes ces choses-là, c'est lorsqu'elles se seront déjà déroulées que les écrits vont dire que c'est comme ça qu'il fallait faire ou c'est comme ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, pendant que nous y sommes, pour moi, des éléments clés, c'est, comme je dis, avoir toujours la décision mesurée, qui ne soit ni excessive ni trop légère, avoir le sens de l'agilité, donc être capable de se contredire soi-même, de prendre une décision et d'observer qu'elle n'est pas pertinente et d'immédiatement revenir dessus, et avoir une communication qui mobilise, donc qui remet la confiance et qui permet à des acteurs qui étaient plus ou moins déprimés de pouvoir se remettre en selle et d'aborder sereinement la suite. En tant que manager, qu'est-ce que vous allez confier à ces employés qui sont dans l'incertitude, à ces employés inévitables, je vais dire un peu? Bon, c'est vrai qu'au-delà du contexte de la pandémie qui est lié à un facteur de santé publique, la question de fond, c'est de se dire, à tout moment, crise ou pas, un emploi n'est jamais garanti à vie. Parce que toute entreprise peut être soumise à des difficultés qui feront qu'elle sortira de cette crise-là avec une faillite ou autre. Donc l'individu doit être résilient lui-même, parce que son avenir ne doit pas être accroché à des facteurs qu'il ne contrôle pas. Sinon, il se mettra en exposition émotionnelle et cela sera assez difficile pour lui. Moi, je pense que le maître mot, c'est la confiance. Il faut avoir la même confiance qui animait tous les esprits avant la survenance de cette crise-là. Et il faut s'armer de cette confiance pour se dire qu'on traversera cela. Parce que des générations avant nous ont traversé des crises qui étaient beaucoup plus spectaculaires et beaucoup plus meurtrières. Et nous sommes quand même là, cette génération. Donc, à chaque génération, ses défis. La confiance est un élément clé. La responsabilité, c'est un deuxième élément parce que chacun doit être responsable. Une entreprise, et nous arrivons donc à remplir nos obligations. Alors, comment analysez-vous la situation des managers africains par rapport au reste du monde? Leur leadership surtout, le leadership des managers africains par rapport au reste du monde. Alors ça, je pense que nous sommes tous dans la même situation. Puisque la crise n'a pas fait d'alerte, tout le monde a plongé dessus sans préparation. Maintenant, il y a une différence entre celui qui plonge dans une piscine et qui sait nager et celui qui plonge dans une piscine et qui ne sait pas nager. Et si vous ne savez pas nager, normalement, vous devez être sur le rebord ou faire appel à un maître nageur. Le plus grand danger serait de plonger, de se mettre au milieu de la piscine alors qu'on ne sait pas nager. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la différence qu'il y a. La surprise a été générale pour tout le monde. Le télétravail a été institué en une semaine comme un mode de travail accepté et convenu. Maintenant, il faut que les normes suivent. Il y avait des manuels de procédure qui avaient des exigences, il y avait des contrats de travail qui avaient des exigences. Et tout cela, c'est l'agilité qui va permettre d'avoir un niveau de tolérance plus élevé. Donc, vous allez plus vous focaliser sur la performance que sur la présence. Et parfois, il y a des procédures que vous aviez écrites qui ne sont pas opérationnelles dans le contexte actuel, sur lesquelles vous allez avoir une tolérance. Soit vous les adaptez, soit vous les écrivez de façon plus ouverte pour intégrer que ce genre de phénomène peut survenir. Donc, je pense que c'est vraiment l'agilité qu'il faut avoir, l'humilité aussi, lorsqu'on n'est pas sûr de là où on va, de revenir là d'où on vient pour être sûr qu'on a de bonnes marques. Donc, voilà un peu peut-être le message. Mais la surprise, elle est générale. Donc, il n'y a aucune entreprise, sans doute, qui avait préparé cela et qui se disait, dès que ça arrive, je vais faire comme ça. Et surtout, la fin, comme je dis, le grand défi de cette crise, c'est même pas de pouvoir être dedans. C'est de se dire quand est-ce que ça va finir. Et si ça ne finit pas, ou si ça dure longtemps, comment on fait? Donc, voilà des questions aujourd'hui qui vont forcément interpeller le génie du management.
Alors, je veux dire, quelle appréciation déjà, quelle vision avez-vous sur le post-Covid? Oui, c'est assez compliqué parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de webinaires qui se font, il y a beaucoup de lives dans les réseaux sociaux avec des contenus très intéressants, très pertinents. Et surtout, vous avez la panoplie, vous pouvez être sur quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire, au Canada, en France, indifféremment. Donc, vous avez vraiment des sources de documentation et de nourriture, en fait, en termes d'information, très élargies. Et tout cela, ça va faire appel maintenant à qu'est-ce que vous allez en faire. Parce que quand vous avez trop d'informations qui parfois peuvent être un peu divergentes, parce que vous savez, chacun dans sa démarche a une conviction différente par rapport à cette crise. Ce que je vous dis aujourd'hui, sans doute au même moment, quelqu'un d'autre est en train de le dire différemment ou carrément aux antipodes sur un autre canal que le vôtre. Donc, la force pour les individus, c'est d'avoir ce jugement-là, de se dire, dans tout ce que j'entends, je dois prendre ce qui est positif pour moi, mais je dois aussi être capable de vérifier la crédibilité de certaines informations lorsqu'elles ne le sont pas. Et donc, faire de cela un vecteur qui me permet moi-même de mieux me renforcer, d'avoir plus de confiance, plutôt que d'être une personne qui entend beaucoup de choses et qui se limite à la dernière chose qu'il a entendue. Merci pour cette question aussi, pour cette réponse aussi. Donc, nous allons un peu rentrer sur Gaïndé 2000. En ces moments de crise, qu'est-ce que vous offrez à la plateforme? Alors, je pense que c'est un moment difficile pour un manager parce que c'est sans doute la première fois que tous les managers sont mis en face de leurs responsabilités parce qu'être un manager, c'est avoir la responsabilité d'organiser les ressources de l'entreprise pour produire le résultat escompté. Que l'on soit dans le public ou dans le privé, ça reste le même esprit. Et donc, tous les managers sont interpellés dans leurs responsabilités. Et on ne peut pas aujourd'hui se cacher derrière des raccourcis, parce que toute décision qu'on prend ou qu'on ne prend pas va nous poursuivre. Et donc, j'invite les managers à avoir beaucoup de recul, beaucoup de sens, en fait, de discernement pour être dans cette ligne de fond, parce que nous allons sans doute traverser une période qui peut durer plus longtemps en termes de pandémie, mais qui peut durer moins longtemps en termes de crise économique si tous les ressorts sont mis en place pour combiner un péril sanitaire à une activité économique normale. Je pense que tout le défi des managers aujourd'hui, c'est comment revenir à une économie normale tout en restant dans une pandémie sanitaire qui peut durer longtemps, mais qui ne doit plus être l'élément qui prolonge en fait la perturbation sur le plan économique. Donc le message, c'est un message d'endurance, un message d'agilité parce qu'il faut s'adapter et ça finira par se terminer dans tous les cas. Mais il faut vraiment beaucoup d'endurance, beaucoup d'imagination, beaucoup de tolérance également sur les exigences qu'on pouvait avoir et qui ne sont plus nécessairement les bonnes. Voilà, c'est dynamique. Peut-être que si vous me posez la question dans un mois, je vous donnerai une réponse différente parce que je m'adapterai au contexte auquel je serai exposé. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Diagne, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Donc, nous vous laissons dire votre dernier mot à nos téléspectateurs. Alors déjà, vous remerciez vous-même d'avoir pris la peine de bien vouloir m'inviter dans cette émission et à travers vos questions très pertinentes de m'avoir donné l'occasion de pouvoir échanger avec vous et avec vos auditeurs sur ces questions de management. Je pense que c'est un débat qui est ouvert et c'est très bien ce que vous avez fait aujourd'hui de faire le tour de plusieurs organisations et d'avoir un dialogue avec les managers de ces organisations parce que c'est dans le partage également des bonnes pratiques que les entreprises trouveront sans doute des solutions à leurs problèmes. Donc, je vous remercie, je salue tous vos auditeurs et je vous félicite également pour le travail d'information et de sensibilisation que vous faites. Et voilà. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Comme vous le savez, vous étiez à votre émission Comme Politique, l'émission qui parcourt l'information, vous donnez la bonne information à temps réel, invitez les bons profils aux bons endroits. Aujourd'hui, nous étions à Gaïndé 2000. Nous avions comme invité M. Diagne, un grand homme qui vous a servi un débat, j'espère, dans le contexte constructif, productif et positif sur le management en temps de crise.
Alors, nous vous donnons rendez-vous à votre prochaine émission dans un autre secteur avec un autre grand homme. À bientôt. Merci.